Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, le luxe par BFM Business, un univers digital et une émission exclusif, intemporelle, mythique, responsable et déculpabilisée. Au commencement, la Chine était un terrain de jeu pour les maisons de luxe, marché de croissance, marché euphorique, mais terrain miné à présent, marché lesté, des habitudes de consommation qui changent, un luxe occidental boudé, une reprise qui se fait attendre, autant de défis pour les grands du luxe. Analyse aujourd'hui dans Iconic Business avec Dao Nguyen, fondatrice de Essentia by Dao. Dans un instant aussi, les désirables de la semaine, ce sera la sélection de Juliette Weiss, horlogerie, exposition à ne pas louper, mode et gastronomie au programme. On retrouvera également Éric Brionne du Journal du Luxe, Dupe, une révolution. L'autre révolution, vous le verrez dans le luxe, c'est Iconic Business. Bienvenue. Une émission un peu particulière aujourd'hui autour de ce défi que représente aujourd'hui le marché chinois pour les maisons de luxe. Dao Nguyen, fondatrice d'Essentia by Dao, bonjour. Bonjour. Outre une relation différente au luxe selon les générations, on va le voir dans un instant, il y a ce coup de frein économique qu'a connu la Chine et l'absence en fait de reprise solide, une lente reprise pour le marché du luxe. En effet, aujourd'hui, les objectifs de croissance pour l'année 2024 se situent à hauteur de 5%, mais sur le dernier trimestre, on n'a été que à 4%. Donc probablement, on va être, comme l'année dernière, aux alentours de 4,5-5%. Et ça, c'est parce que la Chine doit faire face à un triple défi. Donc une crise immobilière sans précédent, la chute des cours de bourse, et puis surtout la déflation que les autorités commencent à nommer véritablement. Et dans ce contexte-là, la consommation fléchit et la consommation de luxe, bien sûr, fléchit également. En première ligne, au moment où c'était un énorme de croissance pour les géants du luxe, LVMH et d'autres, les grands du secteur ont trop cru à l'Eldorado, à un marché complètement acquis. Oui, probablement parce qu'on a été habitué à considérer les Gen Z chinois comme une source de croissance. Et il y a un appétit de consommation de ces jeunes qui sont quand même au nombre de 260 millions si on comptabilise les post-95, 2000, 2005. Donc on peut dire que pour les marques de luxe qui se sont implantées dans le marché chinois, c'était un relais de croissance extraordinaire. Une relation pour autant beaucoup plus volatile au luxe. C'est pas la même chose en fait. La Gen Z a le pouvoir d'achat, mais on a vu des achats de plus en plus tôt, en ligne, un panier moyen de plus en plus élevé. Il y a déjà une différence de taille, mais aujourd'hui, ça tout saute. Elles changent leurs habitudes. Oui, alors bien sûr, il y a la crise économique. On a aujourd'hui 14% de chômage chez les jeunes hors étudiants, ce qui est considérable. Et bien sûr, ces jeunes arbitrent au moment où ils ont des difficultés à trouver un premier emploi, où les salaires diminuent de 6 à 10% en nominal. Bien sûr qu'ils diffèrent ou ils réfléchissent, ils sont très rationnels. Mais surtout, ce qui se joue, c'est une véritable quête existentielle. Il y a une rupture des mentalités parce que ces jeunes, les plus jeunes des générations 2000-2005, n'ont pas vu venir ce ralentissement économique. Donc ils sont très choqués et ils repensent ce qu'est le succès, le bonheur. Et dans ce contexte-là, le luxe, pour eux, n'est plus qu'un marqueur de réassurance ou un marqueur, un marqueur social. Ils l'appréhendent comme un compagnon de route. Donc, ils privilégient les voyages, un certain art de vivre. Et aux côtés de marques établies comme Dior, Hermès, on va trouver aujourd'hui des marques comme Moncler, ou même des marques comme Lululemon, Astérix, qui, dans leur système de valeurs et de pensée, en fait, sont autant désirables que les marques de luxe. Donc ça... il faut voir en fait à la surface ce qui se joue, mais aussi en profondeur ce changement de mentalité. Mais c'est une vraie révolution culturelle et sociétale en fait. Complètement. Et les grandes maisons de luxe, les grands acteurs du luxe, tous nos calls en Europe n'ont pas vu venir, n'ont pas anticipé cette révolution. Alors, le marché chinois, il est très volatile. Il y a beaucoup de différences interculturelles et en général, on a tendance à les sous-estimer. C'est-à-dire qu'en Chine, même avant la crise, une marque comme Chanel, elle doit aller regagner les consommateurs sur chaque génération, au sens chinois, c'est-à-dire tous les 5 ans. Conquérir régulièrement. Voilà. Alors que dans des marchés plus établis, on prend pour acquis que c'est une marque qui est désirable. Oui, et puis on se transmet cette culture de la désirabilité. Absolument. Et
j'ai vu dans les interviews que j'ai menées des jeunes nés dans les années 90 qui disaient « Ah non, non, il n'est pas question de mettre un Coco Mademoiselle pour aller travailler parce que tout le monde peut l'avoir et ça veut dire que tu n'as pas de goût. » Et puis Chanel a mené cette campagne avec leurs grandes expositions. Oui. Et j'ai vu les personnes des années 90 et puis 95, plus jeunes, être complètement retournées. Donc ça se regagne. Et là, dans un contexte qui est très tendu et plus difficile, évidemment que, en fait, il y a un temps de latence, mais les marques ont besoin de se réajuster pour rétablir le contact. Donc on attend, sur le marché chinois, la génération attend aussi que ces marques soient des marques avec des valeurs, des marques presque culturelles. Exactement. Elles attendent en fait un alignement sur les valeurs. Si c'est un compagnon de vie, alignement sur les valeurs, alignement sur les choix esthétiques, mais alignement aussi sur la sincérité. Et donc, quand on parle de sincérité, c'est intégrité créative. Quand on dit unicité, innovation, ça paraît être des mots valises. Oui. Mais pour ces jeunes-là, en fait, qui sont très connaisseurs parce qu'ils apprennent sur les réseaux sociaux. Ils sont très rapides à détecter si la création est fidèle à l'ADN de la marque, si elle apporte quelque chose de nouveau et s'ils sont en ligne avec ça. Donc c'est une conjugaison de facteurs qui rend le marché aujourd'hui plus complexe qu'il ne l'était certainement il y a 5 ans. Oui, on avait une lecture finalement un peu primaire, un peu simpliste du marché chinois, et notamment par le fait que ça se développait très très vite, ça se diffusait très très vite via des influenceurs, et que finalement c'est beaucoup plus profond et ça demande aux marques de redoubler d'ingéniosité. Oui, et de compréhension de manière très granulaire de la psyché, des attentes, des croyances de ces jeunes Chinois. Et donc, on parlait des valeurs, vous parliez des valeurs, il y a aussi ce phénomène de, en fait, halte aux signes extérieurs de richesse. Il y a une honte qui s'installe sur le luxe occidental. Je voudrais requalifier cette honte du luxe parce que, en effet, on a vu dans les études un parallèle être établi entre le luxury shame aux États-Unis lors de la crise de 2008 et ce qui se joue aujourd'hui. Or, dans le contexte chinois, c'est un petit peu différent. Donc, il y a 2 grilles de décryptage. La première au niveau sociétal, la seconde au niveau individuel. Au niveau sociétal, le gouvernement a relancé le programme de prospérité commune en 2021 qui consiste à mieux répartir les richesses entre les individus. Et ça veut dire qu'ils sont très attentifs à un étalage ostentatoire de richesse, parce que dans un contexte de tension, et ça peut aussi générer beaucoup de découragement auprès des jeunes. Donc au mois de mai dernier, par exemple, ils ont suspendu du jour au lendemain un certain nombre de comptes sur les réseaux sociaux qu'ils jugeaient excessifs ou indécents. Donc ça, c'est peut-être reformuler la honte du luxe en attention à ne pas créer de tension. Oui. Et puis au niveau individuel, en Chine comme sur les marchés occidentaux, il y a le désir et l'attention pour le quiet luxury. Oui, tout à fait. Qui parle d'un luxe plus feutré et qui parle d'une maturation et d'une sophistication du goût. Donc on est peut-être arrivé aussi à une certaine maturité du marché chinois et de sa relation avec le luxe. Et puis il y a eu aussi ce phénomène pour les maisons qu'il a fallu intégrer cette politique de rabais. Et en fait c'est un espèce de cercle vicieux, les stocks d'invendus ont gonflé et donc il a fallu baisser les prix. Mais alors ça c'est un coup de canif pour l'ADN des maisons de luxe. C'est très compliqué. Je pense qu'on arrive de toute façon au terme de ces activations qui sont très tactiques. On a vu sur le 618, donc l'activation du 18 juin, qui est le pendant du Double 11, 11 novembre, que cette année, les ventes ont, au global, diminué de 7%. Et on voit le désintérêt des consommateurs. 60% d'entre eux disent qu'ils ne savent pas exactement quand ça commence. 40% d'entre eux trouvent que les mécaniques de promotion sont trop compliquées. 30% disent que ce ne sont pas des vraies promotions. Et au global, le consommateur, il est plus rationnel. Il voit bien que ce n'est plus la peine de stocker autant. Et on est dans une triangulaire entre les plateformes qui poussent les marchands à faire des promotions très fortes, les marchands qui résistent parce qu'on baisse leur profitabilité, et les consommateurs qui sont moins dans un désir d'acheter à tout va. Moins d'appétit à tout va, une envie plus raisonnée, plus raisonnable. Il y a aussi le principe de... On peut se poser la question aussi maintenant d'une préférence nationale avec de nouvelles maisons ou alors des achats
liées à la préférence nationale, à des marques incarnées par le marché local. Et puis, il y a aussi la possibilité d'aller acheter au Japon parce qu'on profite d'un effet de change beaucoup plus avantageux. Ouais. Donc, ça se reporte. Ça se reporte, il y a une reventilation des ventes. Quand on dit que le marché chinois du luxe est en recul et que le marché japonais résiste bien, en réalité, ce qui se passe, c'est que les ventes de luxe au Japon sont pour beaucoup nourries par le déplacement des touristes chinois. Oui. Et aujourd'hui, là, pendant les vacances de mai, les flux aériens de la Chine vers le Japon représentaient 1/3 des flux aériens vers l'international. Donc c'est énorme. Et les dépenses en duty-free des jeunes Chinois ont augmenté de plus 170% quasiment par rapport à 2019. Donc on voit bien qu'il y a un arbitrage. Ces jeunes sont très rationnels et ils vont chercher au Japon des économies de 25 à 50% sur les articles qu'ils achèteraient en Chine. En Chine. Donc, il y a un report et il y a des gagnants dans l'équation. Est-ce que tous les segments sont touchés? Notamment, je pense à la joaillerie, à l'horlogerie, parce qu'il y a quand même des marques ou des maisons telles que Van Cleef qui lancent encore des projets de flagship en Chine, qui continuent à s'installer et à se développer. Est-ce que là aussi, c'est une clientèle qui est sélective et des marques qui subsistent encore? Je pense que c'est très important pour les marques aujourd'hui de continuer à investir et de nourrir la relation avec le consommateur. Et non seulement d'être visible, de sortir du lot, mais de montrer qu'elles les comprennent. C'est toujours cette idée de compagnon de vie. Et le discours des marques devrait s'ajuster parce que jusqu'à présent, on a eu beaucoup d'éducation, de communication sur le patrimoine, sur l'expertise. Or, aujourd'hui, je pense que les jeunes Chinois attendent davantage une résonance culturelle ou d'être intrigués, d'être surpris. Et ça peut se passer sur le marché chinois et ensuite ils vont acheter au Japon. Comme ça peut se passer offline et ils vont acheter online. Donc tout est en train de changer dans ce marché. Et avec une redéfinition en parallèle du périmètre du luxe précisément sur le marché chinois? Oui. En fait, aujourd'hui, ce sont les jeunes Chinois, et quand je dis les jeunes Chinois, on va dire les générations 2000-2005, qui établissent, selon leurs termes, qui sont les marques de luxe. Avant, on peut dire que les marques arrivaient avec un statut, avec une expertise. Et c'était un discours très top-down. Tout à fait. Je suis la marque de luxe et je vais vous expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, les jeunes, d'abord, sont informés en temps réel. Il y a une dématérialisation des frontières avec les réseaux sociaux. Et ils vont eux-mêmes dire cette marque de luxe qui vient avec une collection privée à 300 € le flacon de parfum, par exemple, moi, je ne considère pas que c'est du luxe. En revanche, celle-ci, parce que elle fait cette démarche artistique, parce que c'est dans la continuité, je considère que c'est du luxe. Et cette marque-là, qui est sortie de nulle part, ou une marque chinoise qui fait tout le travail de créativité sans copier sur ce qui existe, d'après moi, je considère aussi que c'est une marque de luxe. Il y a un bras de fer engagé sur les voitures électriques avec potentiellement des dommages collatéraux qui menacent par répercussion les spiritueux, notamment le cognac. Là aussi, on est sur un segment haut de gamme. Est-ce que c'est toute une frange aussi qui va devoir changer de marché? Je pense que par industrie, les dynamiques de croissance et de transformation sont très différentes les unes des autres. Il y a des industries plus résilientes. Bien sûr. On voit la joaillerie fonctionne encore, l'automobile est très agressive. Et donc, en fait, il faut vraiment réfléchir industrie par industrie pour voir en fait, les leviers que les marques peuvent avoir auprès de leurs cibles. Et l'avantage concurrentiel se fera à la marque qui arrive à être plus résiliente et à être en adéquation avec la culture chinoise actuelle. Pour moi, c'est vraiment une histoire de désirabilité et c'est ça qui va permettre en fait, aux marques de résister et dans le temps d'établir leur présence auprès des jeunes Chinois. Merci beaucoup Dao Nguyen, fondatrice d'Essentia by Dao, d'avoir été dans Iconic Business. On y voit plus clair sur le marché justement et ce qui bouscule à l'heure actuelle, ce qui redéfinit les codes à l'heure actuelle pour les maisons de luxe. Dans un instant, le bout du raisonnement, le bout du phénomène, c'est l'explosion des dupes. On verra ça avec Éric Brignone qui nous explique tout de suite les désirables de la semaine, tout ce qui vous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours.
avec Juliette Weiss, journaliste Iconic Business, et Eric Brionne, directeur général du Journal du Luxe. Votre sélection, Juliette, cette semaine, notamment une exposition au musée Guimet, qui a commencé d'ailleurs. Exactement, alors c'est une plongée, Audrey, dans l'opulence de la dynastie Ming, la lignée d'empereurs qui a régné sur la Chine de 1368 à 1644. C'est vraiment une période d'essor culturel très riche pour la Chine. Et cette exposition, elle dévoile le fastueux savoir-faire des orfèvres de la cour impériale à travers une collection inédite de bijoux, mais aussi d'objets, évidemment, en or. Ces pièces, elles ont soigneusement été sélectionnées en partenariat avec le musée des Beaux-Arts de Xiang à Xi'an et elles offrent une vision spectaculaire de la richesse et du raffinement des parures féminines de l'élite chinoise. On y découvre dans cette exposition une scénographie immersive particulièrement raffinée qui propose un véritable voyage visuel dans la société Ming, entre les coutumes et l'importance de l'or, non seulement en tant que symbole de richesse, mais aussi comme un outil de transmission culturelle et sociale. Alors on va voir de la fonte, des ciselures, du sertissage, filigrane, granulation. Chaque procédé, il est détaillé, vraiment précisément grâce à des contenus multimédia inédits qui ont été conçus avec l'école des arts joailliers. Et c'est à voir jusqu'au 13 janvier. Exactement, ça a commencé, c'est jusqu'au 13 janvier. Exactement. Et puis là, on va noter aussi sur les agendas, direction le musée du Louvre, et c'est assez rare pour le signaler. C'est la première fois que le musée du Louvre se penche à ce point-là sur la mode. Il va accueillir le musée du Louvre en 2025, du 24 janvier au 21 juillet, une exposition unique. Vraiment, le musée va explorer les liens entre la mode contemporaine et les collections historiques du musée, collections dans lesquelles elles puisent leur inspiration. Alors là, ça va être une surface de 9000 m² avec 65 looks, 30 accessoires. On va aller des années 60 jusqu'aux années 2000 et ce sera vraiment un dialogue avec des objets d'art du Moyen-Âge, de l'époque byzantine ou encore du Second Empire. On va y découvrir, Audrey, des créations iconiques, issues de maisons de couture comme Jacques Doucet ou encore Madame Carven. Alors pour la petite information, la créatrice, elle avait d'ailleurs fait don, Madame Carven, d'une centaine d'objets français du XVIIIe siècle au musée du Louvre en 1973. Toutes ces créations, elles seront mises en relation avec des œuvres d'art, un véritable dialogue sur l'influence réciproque entre art et mode. Un joli voyage entre le passé et le présent qui permettra de mettre en relation mode et art à travers le temps. Oui, c'est intéressant de voir les inspirations à chaque fois et le cycle vertueux. On revient sur la tour d'argent qui reconduit sa vente de vin, les automnales. D'ailleurs, je vous invite à retourner sur le site d'Iconic Business et de retrouver la tour d'argent au moment où ils ont fait ce renouveau sur le site. Et là, c'est une 3e édition. 3e édition, l'établissement propose aux amateurs de grands crus une sélection de 300 vins à maturité disponibles exclusivement en ligne. C'est une vente exclusivement en ligne. C'est un véritable trésor qui est issu de la cave historique du restaurant avec des bouteilles qui datent des années 70 jusqu'aux années 2010 et elles ont toutes été choisies par Victor Gonzalez, le chef sommelier de la maison. Bon, il y a des terroirs particuliers, des terroirs de prédilection. Il y a des terroirs de prédilection, notamment la Bourgogne, vraiment territoire de prédilection de la Tour d'Argent. C'est largement mis à l'honneur puisqu'on va retrouver la moitié des références qui proviennent de prestigieuses appellations de la Côte de Nuit et de la Côte de Beaune. Cette sélection, elle se complète par une large gamme de Bordeaux. On inclut 51 pépites. On va noter les Sauternes d'Oisy-Védrine, Château Climens 1988 ou encore les Rouges de Certan-de-Mai 94 et Pougeot 96. Et on va terminer par une image toute particulière qui nous a marqué, Juliette. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Eric. On savait la maison Pierre Cardin, surtout la licence Pierre Cardin partout. Il n'y a clairement pas de frontières là. Ne s'arrête plus Pierre Cardin puisque pionnière de la mode futuriste, elle ajoute une nouvelle dimension à son héritage. Elle s'associe à l'agence spatiale européenne. Si vous nous suivez justement à la télévision, vous découvrez les images. On voit bien la signature Pierre Cardin, le label Pierre Cardin sur cette tenue étonnante. Tout à fait. Alors après les combinaisons spatiales lunaires imaginées par Prada assez récemment, c'est au tour de Pierre Cardin de s'y mettre. Alors il était déjà célèbre pour des designs très futuristes, très avant-gardistes. Cette fois-ci, on ajoute la technologie. Ces silhouettes, elles sont composées d'une combinaison intérieure souple avec un juste au corps et d'une combinaison extérieure qui vient habiller le scaphandre.
Évidemment, elles doivent répondre quand même à des missions importantes. Oui, c'est pas que de la mode. C'est pas que de la mode. Encore heureux, parce qu'alors là, il faut vraiment simuler autant que possible les conditions du réel liées aux futures sorties sur le sol lunaire. Chaque détail a été pensé pour améliorer l'expérience d'entraînement, que ce soit pour les mouvements dans des environnements à gravité réduite ou pour la manipulation d'équipements sophistiqués. Et merci Juliette. C'est amusant, parce qu'il y a un an, Prada faisait la même chose avec la NASA. Oui, voilà, Alors, il faut Cardin est un Dupe de Prada. Quelle transition magnifique, il plaide complètement pour sa paroisse. Eric, le phénomène des dupes a pris d'assaut le monde de la beauté et du luxe. On parlait à l'instant du marché chinois avec Dao Nguyen. Et bien là, en fait, c'est un peu l'aboutissement, c'est un virus, c'est la tendance révolutionnaire même, les dupes. Exactement. Alors déjà, un dupe, c'est quoi? C'est comme du Canada Dry, ça c'est pour les vieux. Entre guillemets, on se rappelle de la référence. Ça ressemble à de la copie, ça a le goût de la copie, mais ce n'est pas de la copie. Non. Alors, une dupe, abréviation, c'est duplicata. Jusque-là, on suit. Voilà, est un produit qui ressemble fortement à un article de luxe par sa forme, sa couleur, sa texture, mais vendu forcément à un prix nettement inférieur. Il s'agit d'une alternative économique, donc une révolution déjà dans l'ADN de la copie. Le deuxième point, c'est une révolution à la fois algorithmique, économique et médiatique, rien que ça. Algorithmique, pourquoi? Je prends l'exemple de TikTok. On est pratiquement à 4 milliards de hashtags dupes. 4 milliards? Exactement. Donc ça ne fait que progresser. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, clairement, les réseaux sociaux au global et les algorithmes en particulier poussent dès que vous faites un contenu sur les dupes. Alors, petit chiffre économique, Gartner a prévu que le marché des dupes qu'en parfumerie, c'est 10 milliards de dollars d'ici 2025. Ce n'est pas rien. Et donc, quand vous êtes un média aussi, les médias officiels parlent des dupes, aiment des dupes. Et là, on a un exemple assez incroyable qui vient du site Teen Vogue, qui est la déclinaison adolescente, Gen Z. Du Vogue. Et on voit ici, c'est un article, les meilleurs dupes du parfum Baccarat Rouge, le fameux 540. Cette publication présente une section de parfums, sauf que ces parfums, ils sont entre 10 $ et 135 $. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces dupes? Alors c'est très surprenant. Alors, on a des parfums Zara, et ça va jusqu'à même Burberry et des celebrity perfumes avec Ariana Grande. Donc, comment expliquer cette révolution? Oui, quel vrai phénomène. Alors, je donnerai 3 grilles de lecture. Bon, la première, vous l'avez citée forcément avec l'hyperinflation. Le luxe est victime de son propre piège. Avec cette hyperinflation qui, certes, lui a permis de maintenir des chiffres de croissance honnêtes, on va dire, mais qui cache aussi forcément une baisse des ventes assez dramatique. Et en même temps, on a une hyperinflation tout en intégrant une forme de baisse de qualité. Donc on voit qu'on est vraiment sur un système extrêmement vicieux. Le deuxième point, la génération Z, la jouissance Z, en fait, il y a quelque chose de fondamental, un insight clé sur la Gen Z, elle veut du luxe au quotidien. Donc du luxe au quotidien, il n'y a rien d'exceptionnel finalement, je le veux tous les jours, mais forcément il faut des moyens. Pas au prix du luxe, quoi. Exactement, donc il y a des raccourcis ici. Et puis une dimension politique ici, alors ça s'appelle la France insoumise Touch, alors ils ne seront pas au gouvernement, mais ils sont dans la mode. A priori, non. Alors c'est un fait intéressant, parce que quand vous achetez un dupe, vous êtes fier. Alors c'est vrai que les anciennes générations, on cache les copies. On cache plutôt. Voilà. Pas du tout sur la Gen Z. Elle est fière de porter du dupe parce que c'est un doigt d'honneur au grand capitalisme ici. Et pourquoi France Insoumise? Un phénomène très intéressant lors des dernières élections. On voyait beaucoup et d'influenceurs et d'électeurs Gen Z, LFI, décrypter leur look, avant d'aller voter. Associé. Bon, on est dans une luxification des dupes. Oui, alors on est dans un là, on vient dans les concepts. Alors voilà. Les dupes touche toutes les strates de la population, de tout âge et de tout revenu. Et c'est ça le phénomène neuf ici, avec un snobisme, même pour les plus riches, avec ce chiffre incroyable. En Angleterre, 35% des consommateurs les plus aisés continuent à acheter des dupes, même s'ils peuvent se permettre d'acheter l'original. Mais parce que c'est un engagement finalement, c'est une revendication. Exactement, il y a une revendication, il y a un achat malin, un achat intelligent, le problème de la valeur perçue. Là, on va le traiter, je pense, toute la saison ici. Et puis en Chine, pour continuer, on a ce concept de dupe de qualité qui s'appelle les Pink Tea. Ici, donc c'est le super dupe qui est quasiment la même qualité ici. Donc, et je finirai par 2 idées assez simples. Un insight chinois révolutionnaire, on considère qu'une marque est toujours la dupe d'une autre. C'est terrible ça. Donc ça veut dire quoi? Si on creuse un tout petit peu, c'est qu'on est vraiment dans aujourd'hui peut-être un essoufflement de créativité et peut-être de trop-plein du marketing du luxe. Si tout le monde est dupe de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème quelque part. Est-ce qu'on rajoutera l'intelligence artificielle pour
Ah, justement booster la créativité, non? Peut-être. Bon, grâce à Eric, dans tous les cas, cette chronique va être exponentielle, ça va être énorme avec l'effet des dupes. Merci à tous les deux. Merci. Iconic Business, le luxe par BFM Business, toutes les semaines et dès à présent sur l'app en replay en podcast et sur les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.